Je me rappelle une fois, j'étais dans le métro en France et puis j'ai dit à une blanche qu'il faut venir au Cameroun, on va t'employer, tu travailles dans les champs, on te paye. Et on va dans le métro, demander les pièces aux gens. Un peu. Donc, c'est l'état d'esprit qu'on a qui nous forge. Peu importe là où on est, on peut s'en sortir. Okay. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne universitaire Inubel Media. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. Une émission dédiée aux trajectoires inspirantes, aux choix décisifs et aux expériences qui façonnent les grandes carrières. À travers cette émission, nous mettons en lumière les parcours d'hommes et de femmes qui ont réussi à transformer leurs études en opportunités, leurs défis en leçons et leurs ambitions en réalisation concrète. Parcours, ce n'est pas seulement parler de réussite, c'est comprendre le chemin, les obstacles, les défis, la discipline et l'état d'esprit nécessaire pour aller loin. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien et ensemble, découvrons notre invité du jour. Notre invité du jour est un homme qui n'est pas né au sommet. C'est un homme qui a connu le bas de l'échelle, les doutes, les frustrations, le regard sceptique des autres. Mais il a décidé de ne pas s'y arrêter. Aujourd'hui, c'est un homme avec de multiples casquettes. Enseignant, coach, compositeur, c'est-à-dire auteur. Il est aussi conférencier et orateur. Mesdames et messieurs, il est l'exemple même du fait que l'on peut partir de très loin, de croire en soi, de travailler en silence et de s'élever avec humilité. Je vous prie d'accueillir sur ce plateau Parcours, Monsieur Oumbe Landry. Bonjour Monsieur Oumbe Landry et bienvenue sur l'émission, sur le plateau de l'émission Parcours. Bonjour Astrid, et c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et d'être interviewé par une présentatrice de haute gamme. Je suis vraiment très honoré. Non mais ne me flattez pas. Nous sommes ici pour parler de vous. C'est vous qui avez un parcours inspirant. C'est vous qui êtes là pour parler de votre parcours et montrer à la jeunesse que il ne suffit pas de se lever et d'atteindre le sommet comme ça. Vous êtes aujourd'hui un homme avec plusieurs casquettes. J'ai dit conférencier, enseignant, orateur, mais vous n'étiez pas quand vous étiez petit. Effectivement, oui. Okay. Alors, on aimerait savoir, qui est Monsieur Oumbe Landry? Landry Oumbe est un jeune homme issu d'une famille polygamique et dont la maman était première femme, d'une fratrie de 7 enfants, dont je suis le dernier. Wow. Bon, j'ai fait un parcours académique purement anglophone. Oui, j'ai fait de la maternelle jusqu'au primaire à Bafoussam. Ensuite, j'ai fait le lycée bilingue de Bafoussam, ensuite le collège Tama. Et j'ai poursuivi mes études supérieures, à l'université de Bamenda, où j'ai obtenu mon bachelor. Et avec l'instabilité dans la ville et aussi la difficulté à poursuivre mes études en master, je me suis donc retrouvé à Douala pour finir avec mon master. Donc voilà un peu un résumé de mon parcours. Ok. Et vous êtes jeune. De nos jours, on a beaucoup de personnes qui commencent à être délinquants vers la jeunesse, à un certain âge, avant pas après de changer. Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Vous êtes-vous une personne assez turbulente, une personne posée, un enfant délinquant, pour ne pas dire, avant d'après de vous stabiliser en grandissant, ou alors? Oui, naturellement, comme tout jeune, il y a forcément des moments de dispersion. Oui. C'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de très réservé
et même un exemple pour beaucoup. C'est-à-dire, dans ma jeunesse, je me démarquais le plus souvent, mais naturellement, j'ai eu des moments de dispersion, des moments d'échec où j'ai également appris. Peut-être au courant de l'émission, on pourra aborder l'un ou l'autre cas, mais je peux dire que globalement, j'ai été toujours un peu réservé et beaucoup plus discipliné, mais il y a quand même des moments de dispersion. Vous parlez des moments de dispersion. Et parmi ces moments de dispersion, y a-t-il un moment qui vous a redressé, qui vous a permis de dire non, ça suffit, il faudrait vraiment que je me stabilise? Des moments qui vous ont dit, là c'est la goutte d'eau, je dois changer l'être que je suis pour devenir plus meilleur. Des moments qui ont façonné l'être que vous êtes aujourd'hui. Oui, la goutte d'eau qui a débordé le vase, je dirais, c'est sur deux plans. Il y a déjà l'échec académique parce que je n'ai pas fait un parcours sans faute. Oui. Donc j'ai redoublé la classe de troisième, la forme 4 en section anglophone. Et c'était un peu dû à ma compagnie parce que lorsque j'étais plus jeune, j'étais très intéressé par le football. Et les amis avec qui je jouais au ballon m'ont entraîné à ce que je commence un peu à laisser mes études pour me donner complètement au ballon. Ce qui fait que non seulement j'ai eu cet échec académique, mais aussi j'ai passé 2 jours en cellule. Oui, 2 jours en cellule à cause du ballon. Et c'était également la goutte d'eau qui a débordé le vase parce que je me rappelle, lorsque je suis sorti de la cellule ce jour, ma mère m'a dit, si je vois encore le ballon, vraiment c'est ce jour-là qu'on va... on va se séparer. Donc, on a eu un match de football entre 2 quartiers et il y a eu un malentendu, une bagarre s'est déclenchée entre les 2 quartiers et on a donc un grand frère qui a été blessé pendant cette bagarre. Et 2 jours après, on s'est dit on va aller le rendre visite à l'hôpital et lorsqu'on arrive dans l'hôpital, on était un groupe de 6 amis qui sont partis rendre visite à ce grand frère à l'hôpital. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'hôpital, on fait face à un chien, c'est-à-dire il y avait un chien de garde à l'hôpital. Et essayant de se réfugier, nous sommes partis nous réfugier dans une salle d'hôpital. Et à l'intérieur, il y avait une armoire. Et on a donc un ami qui est parti se cacher entre l'armoire et le mur. Et lorsqu'il a voulu s'échapper, l'armoire s'est donc cassée. Et l'hôpital a porté plainte contre nous 6 pour tentative de cambriolage. Et le temps que les enquêtes suivaient, on était dans la cellule. On a fait donc 2 jours pour pouvoir expliquer qu'en fait, on était qu'on était venu visiter. Donc, le temps de mener les enquêtes, on était en cellule. On a fait 2 jours en cellule. Wow. Donc, étant donné que le fait que je sois en cellule qui était lié au ballon, qui m'a aussi fait échouer, c'était vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et puis, je me suis dit, il faudrait quand même revenir à la raison et se concentrer sur ses études. Et c'est à partir de là que j'ai fait un parcours sans échec jusqu'à aujourd'hui. Waouh! C'est-à-dire, cette erreur-là, c'était cette erreur qui vous a permis d'apprendre. C'est l'erreur qui vous a vraiment façonné l'être que vous êtes aujourd'hui. Oui, effectivement, 2 jours en cellule, je ne le souhaite à personne. Parce que, non seulement on était très jeune, mais c'est une situation que je ne souhaite vraiment à personne. Être privé des libertés et avec des brigands, c'est quelque chose d'assez traumatisant. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup façonné par rapport à l'être que je suis aujourd'hui. Wow. Déjà, qui pouvait croire que M. Oumbe Landry, que nous connaissons tous ici à Istama, a fait 2 jours en prison. C'est vrai que c'est la cellule, mais oui, c'est quand même historique. Oui, mais petite parenthèse, la cellule elle est plus pire que la prison. Hein. Wow. Oui, pour ceux qui peuvent faire la différence, en prison, on apprend à lire, on apprend à écrire, on peut jouer au ballon, mais en cellule, vous êtes totalement fermé. Totalement enfermé et vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est plus pénible. Mais j'aimerais savoir, M. Oumbe Landry, comment êtes-vous arrivé aujourd'hui à être coordonnateur d'une des écoles d'Inubil? Vous êtes bien coordonnateur d'ISPL, l'une des établissements d'Inubil. Oui, actuellement, je chapeaute l'Institut supérieur de Polytechnique du Littoral, où je suis le coordonnateur. Et c'est un long parcours. Je suis parti de stagiaire, c'est-à-dire lorsque je suis entré ici à Inubil, j'étais en cours d'obtention de mon master et je postule donc en tant qu'enseignant. Et puisque je n'avais aucune expérience, parce que mon parcours, puisqu'il est purement professionnel,
et que je postulais pour un poste purement académique, bon, la hiérarchie ayant jugé que bon, on a donc un professionnel qui veut entrer dans l'académie mais n'a pas d'expérience, donnons-lui la chance de pouvoir côtoyer le milieu académique, la surveillance, la scolarité, la communication, se frotter à d'autres enseignants, les chefs de département. Peut-être que dans ça, il pourra davantage avoir de l'expérience avant de commencer à arrêter le marqueur. Donc c'est comme ça que j'ai donc accepté. Et puis je suis entré en tant que stagiaire, c'est-à-dire dans les années 2017. Je commence dans mon parcours en tant que stagiaire où je fais tous ces départements-là, ou alors tous ces services-là, de la communication à la scolarité, de la scolarité à travailler aussi avec des coordinateurs que j'ai trouvés. Je peux en citer plusieurs. J'ai travaillé aux côtés de Mme Yamdieu, qui est la toute première coordinatrice en section anglophone. Après, j'ai travaillé avec le grand frère, M. Tchétché. Ensuite, j'ai travaillé avec M. Besson, un enseignant aussi très expérimenté qui m'a aussi beaucoup appris. Donc, c'est auprès de toutes ces personnes-là que j'ai pu me forger dans le milieu académique. Et ensuite, dans l'année qui suit, en 2018, je signe mon premier contrat en tant que responsable des ateliers et enseignant permanent. Donc, on me donne donc quelques heures de cours et en parallèle, je devais donc gérer les travaux pratiques. Donc, j'étais donc en contact avec les enseignants qui devaient donc faire des travaux pratiques dans les ateliers en leur fournissant du matériel, en contrôlant que le matériel est de bonne qualité. En fait, vérifier dans la globalité que les travaux pratiques se passent dans de très bonnes conditions. Donc, c'est donc là que je fais donc mes premiers pas en tant qu'enseignant et responsable des ateliers. 2 ans plus tard, la hiérarchie me fait donc confiance et me propose un département où j'ai géré pendant 2 ans aussi. Et je pense 3 ans plus tard, il me propose le poste de coordonnateur et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis à la tête de l'Institut supérieur polytechnique du littoral. Waouh, ça c'est vraiment un parcours. Vous entrez à Istama juste pour être stagiaire. Au bas de l'échelle, oui. Vraiment au bas de l'échelle. Ouais. Vous entrez avec quelle spécialité? Génie mécanique, comme je l'ai dit. Donc j'ai un master en génie mécanique et productique. Oui. Donc c'est aussi ça qui m'a permis de facilement gérer les ateliers en tant que responsable des ateliers, puisque en parallèle de se rassurer que les travaux pratiques se passent dans de très bonnes conditions, il fallait assurer la maintenance curative et la maintenance préventive des équipements. Oui. Donc c'est là que j'ai pu faire mes classes, quoi. Vous arrivez à Istama, vous travaillez en tant que stagiaire. Istama vous fait confiance, en 1 an, vous signez votre premier contrat. Oui. En moins de 2 ans, vous devenez professeur. Oui. 3 ans plus tard, chef de département et aujourd'hui coordonnateur d'une école. C'est vrai. Wow, ça c'est vraiment inspirant. Mais dans votre parcours, j'ai entendu dire que vous étiez aussi écrivain. Oui. Vous êtes déjà l'auteur de 2 livres, c'est-à-dire Tout savoir sur le système éducatif anglophone, puisque vous avez fait l'école anglophone, la session anglophone. Oui. Et par après, vous avez sorti aussi votre 2e livre, c'est-à-dire Anticiper et préparer l'orientation après le bac. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivain, à écrire pour la première fois? Je n'ai jamais imaginé que je pouvais écrire un livre. Ça, Là, c'est clair, parce qu'on parle quand même d'une personne qui a fait fabrication mécanique. Et aujourd'hui, il écrit des livres qui n'ont rien à voir avec la fabrication mécanique, qui n'ont rien à voir avec les matériaux. Effectivement. Comme je le disais, je n'ai jamais imaginé que je pouvais être auteur d'un livre. C'est juste mon environnement qui m'a permis de comprendre que lorsqu'on a des connaissances, on a le devoir de les partager. Parce que si j'ai une connaissance qui peut t'aider et que je refuse de partager cette connaissance avec toi, je suis en train de commettre ce qu'on appelle un crime intellecticide. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je suis en train de contribuer à la médiocrité que tu es en train de t'entraîner à l'intérieur. Donc lorsque je me suis mis dans cet environnement-là, je me suis dit, j'ai le devoir de partager mes connaissances. C'est comme ça que j'ai créé une page Facebook et j'ai commencé à partager des contenus. Tout ce que je connaissais, je le partageais sur cette page-là. Et parmi les connaissances que j'avais une connaissance sur le système éducatif anglophone parce que dans mon environnement, j'ai constaté que beaucoup de parents sont comme les miens. Moi, j'ai fait le système, je le disais, je n'ai jamais imaginé que je pouvais être auteur d'un livre. C'est juste mon environnement qui m'a permis de comprendre que lorsqu'on a des connaissances, on a le devoir de les partager. Parce que si j'ai une connaissance qui peut t'aider et que je refuse de partager cette connaissance avec toi, je suis en train de commettre ce qu'on appelle un crime intellecticide. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je suis en train de contribuer à la médiocrité que tu es en train de t'entraîner à l'intérieur.
Donc, lorsque je me suis mis dans cet environnement-là, je me suis dit, j'ai le devoir de partager mes connaissances. C'est comme ça que j'ai créé une page Facebook et j'ai commencé à partager des contenus. Tout ce que je connaissais, je le partageais sur cette page-là. Et parmi les connaissances que j'avais une connaissance sur le système éducatif anglophone parce que dans mon environnement, j'ai constaté que beaucoup de parents sont comme les miens. Moi, j'ai fait le système éducatif anglophone, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce sont mes parents qui m'ont imposé, puisque c'est depuis la maternelle. À la maternelle, moi, j'avais 3 ans. Donc, c'est mes parents qui font donc le choix du système éducatif anglophone pour moi. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils ont fait le choix du système éducatif anglophone? Pour la raison dont plusieurs parents se basent dessus. Ils veulent que l'enfant soit bilingue. C'est l'anglais qui les intéresse. Et étant dernier d'une famille, je suis le seul de tous les enfants de ma mère qui a fait ce système éducatif. J'étais donc abandonné dans ce système éducatif moi-même. Je faisais mes propres choix puisque mes grands frères, mes parents, ne connaissant rien de ce système, ne pouvaient pas me conseiller, ne pouvaient pas m'orienter. J'ai donc commis beaucoup d'erreurs, donc j'ai payé le prix plus tard. Et après, je me suis dit, il faudrait que je mette stop à cette ignorance-là. Il faudrait que les parents qui optent pour ce système ne commettent plus les mêmes erreurs que mes parents. Et c'est où je me suis dit, en écrivant ce livre, je peux donc éclairer tous ces francophones qui ont fait le choix du système éducatif anglophone, de connaître exactement comment est-ce que cela fonctionne pour apporter leur contribution. Parce que la réussite d'un élève ou d'un étudiant, c'est sur 3 piliers. Il y a le côté administratif, il y a le côté parental, avant d'avoir la participation de l'enfant lui-même. Et si sur le maillon de la chaîne, une seule personne ne fait pas son travail, on va passer à côté de la plaque. Donc c'est pour ça que j'ai écrit le premier livre, Tout savoir sur le système éducatif anglophone, pour pouvoir éclairer ces parents-là, pour les outiller davantage afin qu'ils puissent orienter les enfants. Et dans ce livre, lorsque vous parlez de spécificités particulières, qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus par rapport à ça? Il y en a tellement de spécificités en dehors du fait que l'enfant sera bilingue. Déjà, il faut savoir que dans le système éducatif anglophone, c'est très possible d'avoir un diplôme inutile. Ça veut dire que vous pouvez avoir un baccalauréat anglophone, mais vous ne pouvez rien faire avec. Mais les parents, puisque c'est le diplôme qu'ils attendent, dès que l'enfant leur fait comprendre que j'ai déjà eu le DC Advanced Level, ils se permettent d'aller fêter, alors que le diplôme anglophone doit être examiné en profondeur pour être sûr que ça respecte certains critères. Ça, c'est l'une des spécificités en ce qui concerne le bac anglophone, par exemple. Et étant ici à l'université, je vais partager une spécificité dont parfois même les étudiants ignorent. Il y a un document en section anglophone que on doit l'obtenir pour prouver qu'on a fait son parcours purement en anglais. On appelle ce document le Attestation of English Proficiency. Puisque les parents et les étudiants eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les enjeux spéciaux du système éducatif anglophone, beaucoup finissent leur parcours et s'en vont. Et c'est lorsque les ambassades demandent ce document qu'ils reviennent le chercher. Alors que normalement, à la fin de leurs études, ils peuvent venir demander ce document et on leur donne ça gratuitement. Donc ce sont des informations comme ça que je partage dans le livre. En dehors du fait que nous sommes dans un système purement spécialisé dès le début du parcours éducatif de l'enfant. Qui fait le choix des matières? Qui fait le choix des séries? On ne doit pas laisser le choix uniquement à l'enfant. On doit faire intervenir des personnes externes parce que l'enfant, à un certain moment, ne maîtrise pas l'ampleur de ses choix. Quand moi, par exemple, je quittais du premier cycle pour le second cycle, j'ai laissé des matières parce que je jugeais que c'était difficile, parce que je jugeais que je n'aime pas lire. Alors que c'était des matières qui devaient forcément m'aider à l'université. Mais parce que je faisais mes choix moi-même, j'ai laissé tomber ces matières et après j'ai payé le prix. Donc ce sont des spécificités comme ça qu'on partage avec les parents pour pouvoir les éclairer. Ok. Et actuellement, nous allons parler de votre deuxième livre, Anticiper et préparer l'orientation après le bac. D'où vient cette inspiration? Parce que sans vous mentir, moi, j'ai lu ce livre et je suis restée blasée. Il y a des informations dans ce livre que vraiment, si nous, jeunes, connaissions cela, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas commises comme nous sommes actuellement. Oui, l'inspiration de ce livre, ça vient de mon parcours ici en tant qu'enseignant d'université. Parce que je constate qu'à l'université, nous sommes dans un processus de réparation, alors que ça ne va pas être le cas. Ça veut dire que les gens prennent la peine de biaiser toutes les bases pour que nous, à l'université, on passe le temps à les réparer. Et ça, c'est un sacrilège en fait. Parce que comment est-ce qu'à l'université, où ça doit être une continuité,
Mais nous sommes en train de réparer. Puisqu'un enfant entre, il n'a pas les bonnes bases. Un enfant entre, il ne connaît pas ce qu'il va faire. Un enfant entre, il n'a pas toutes les informations par rapport à la spécialité qu'il veut faire. Nous sommes dans un processus de réparation. En tant que chef de département, dans les années 2020, je reçois des bacheliers qui viennent et c'est sur la table d'orientation qui se pose la question de la spécialité qu'ils vont faire après le baccalauréat. Je reçois des enfants qui ont des baccalauréats qui ne correspondent pas aux spécialités qu'ils veulent faire à l'université. On a des gens qui viennent ici qui veulent faire chaudronnerie, ils ont le bac A. On a des gens qui viennent ici, qui veulent faire électricité, ils ont le bac A. On a des personnes qui viennent, ils veulent faire robotique alors qu'on ne forme pas en robotique ici au Cameroun. Donc c'est-à-dire, ils n'ont pas pris la peine d'anticiper. Et moi, cela, ça me choquait. Mais comment est-ce que c'est le bac en poche que beaucoup de personnes viennent se poser la question sur ce qu'ils vont faire? Ou alors viennent me faire, et vous constatez que le diplôme n'est pas en corrélation avec ce qu'ils veulent faire à l'université. C'est là où je me suis dit, il fallait que j'apprenne aux parents que l'anticipation après le bac, ça peut même se faire mal de tomber enceinte. Oui, ça a l'amusant, mais en fait, l'orientation post-bac doit s'anticiper des années avant. Et c'est pour ça que les Chinois nous dépassent. Lorsque vous voyez un enfant de 4 ans en Chine, même à travers les joueurs, on commence à orienter son avenir. Donc je me suis donc basé sur toute cette expérience-là pour pouvoir enseigner aux parents comment est-ce qu'il faut anticiper dès le bas âge, avant que l'enfant commence à marcher, qu'on commence à mener des actions. Et lorsque l'enfant a le bac, ça devient un jeu d'enfant. Et là, on n'est plus dans un processus de réparation, mais nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Oui. Mais il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui, vraiment, moi, ça me choque. Quand vous dites que on doit prévoir le post-bac de l'enfant avant même de tomber enceinte, là, vraiment, j'aimerais comprendre. Parce que je suis une femme, c'est vrai, demain, je serai aussi parent. Et mes parents à la maison me disent, mais attendez, imaginez un peu tous ces parents-là, et nous, jeunes aussi, qui allons être parents demain. Oui. Prévoir l'avenir de nos enfants avant même de les concevoir. Oui. Et le choix au moment de l'enfant, à ce niveau-là, on ne voit pas, on ne comprend pas. On dit souvent qu'il faut laisser l'enfant choisir, il faut, mais dites-nous, vous, coordonnateur d'une école, vous avez sans doute mieux d'expérience pour nous éclairer dessus. Si vous concevez un enfant dans la pauvreté, ça veut dire que vous avez orienté l'enfant. Ça veut dire que vous avez déjà accepté que l'enfant ne peut pas fréquenter dans un certain type d'école. Okay. Donc, ça veut dire que lorsqu'on pense à concevoir l'enfant dans un certain environnement, ça veut dire qu'on a déjà commencé à orienter l'enfant. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des couples qui disent que je vais avoir un enfant lorsqu'ils mettent certaines démarches en jeu avant d'avoir l'enfant. Si vous concevez un enfant et que vous allez le confier à la ménagère, ce n'est pas la même orientation que si vous concevez un enfant quand vous-même vous êtes disponible à prendre soin de l'enfant. Donc là, on est déjà en train d'orienter l'enfant. Je pense que là, nous sommes clairs. Voilà. Maintenant, ce qui concerne l'orientation post-bac. L'orientation post-bac commence dès le bas âge. Pourquoi? J'ai parlé des jouets. Aujourd'hui, lorsque les parents partent au marché, on va prendre l'exemple des femmes ou alors ceux qui ont les filles comme enfants. La plupart se dirigent à les acheter des poupées blanches. Mais si on leur pose la question, pourquoi est-ce que vous achetez une poupée blanche comme jouet à votre enfant? Personne ne peut nous répondre pourquoi. C'est un acte qu'on fait par suivisme, parce que c'est comme ça qu'on a fait. Alors que les jouets font partie des outils qui peuvent influencer l'orientation post-bac de l'enfant. Ça veut dire que si vous offrez une poupée blanche à un enfant, juste par suivisme, vous passez à côté. Mais si vous offrez une poupée blanche à un enfant, pour que l'enfant soit coiffeuse, peut-être que l'enfant va apprendre à coiffer sur cette poupée, c'est différent. Ça veut dire que dès le bas âge, même à travers les jouets, si par exemple vous voulez qu'un enfant soit docteur, il y a déjà beaucoup d'accessoires sous forme de jouets qui peut déjà titiller le cerveau de l'enfant pour faire comprendre que voici une piqûre, voici une seringue et tout ça. Et ça fait que l'enfant s'intéresse parce qu'il y a un adage qui dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça veut dire que même quand l'enfant veut choisir ce qu'il veut faire, il est influencé uniquement par son environnement. Pourquoi est-ce que l'enfant va dire qu'il veut être docteur alors qu'il n'a jamais vu une seringue? Où est-ce qu'il va partir chercher ça? Il ne va dire que si l'enfant commence à parler, il prononce les mots qu'il a déjà écoutés. C'est les mots qu'il a déjà écoutés qu'il commence à prononcer. Donc, c'est-à-dire son environnement, les couleurs qu'il voit, les dessins animés qu'il regarde. C'est ça qui façonne l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Bien sûr. Ça veut donc dire que dès le bas âge, il y a déjà les jouets qui influencent l'orientation post-bac des enfants. Mais il y a ce qu'on appelle les formes d'intelligence. Lorsque un enfant naît, il naît avec 9 formes d'intelligence. Wow. Et maintenant, le devoir du parent,
c'est de choisir les formes d'intelligence qu'il veut développer pour que ces formes d'intelligence développées-là orientent l'enfant vers une spécialité. Donc voilà les 2 critères que je peux mettre en avant pour faire comprendre que lorsque l'enfant est encore tout petit, on peut s'appuyer sur les jouets et sur les formes d'intelligence pour pouvoir donner de l'horizon et des opportunités à l'enfant lorsqu'il commence à raisonner et lorsqu'il commence à entrer dans la maturité. Ok. Quelles sont les erreurs que nous, parents, commettons régulièrement et que vous avez identifiées dans le livre post-préparation bac? Tellement d'erreurs, mais je vais en citer sur quelques-uns. Déjà, il y a cette question de recherche d'informations. Lorsque les parents, parfois certains parents ont même la bonne spécialité, mais ils ne font pas la recherche d'informations. Parce que ce n'est pas normal qu'un parent découvre la scolarité qui est liée à la spécialité de son enfant le jour où il veut l'inscrire. Ce n'est pas normal. Le parent doit anticiper et avoir le maximum d'informations sur la spécialité, les débouchés, les écoles qui forment. Ça veut dire que si je sais que mon enfant doit peut-être faire dans l'électricité, avant que l'enfant ait le bac, je dois connaître au moins 10 écoles qui forment dans cette spécialité-là. Oui, parce que si c'est quand l'enfant a le bac que tu commences à chercher l'école, à un moment donné, tu vas choisir une école suppression. Alors que si dans ta recherche d'informations des années avant, tu constates que l'école qui forme mon enfant n'est qu'à Yaoundé, par exemple, tu peux commencer à prendre des dispositions au lieu d'arriver la même année, le même jour pour pouvoir avoir les informations sur la spécialité. Et autre chose, c'est que les parents font souvent cette erreur de faire intégrer l'enfant dans une spécialité sans que l'enfant n'ait un mentor. Moi, je déconseille ça aux parents. Lorsque vous voulez entrer dans une spécialité, vous deviez avoir un mentor. Le mentor, c'est celui qui a déjà atteint ce que vous voulez atteindre en intégrant cette spécialité. Et en étant en contact avec ce mentor-là, vous allez éviter beaucoup d'erreurs. En fait, éviter au moins les erreurs que le mentor a faites. Peut-être que vous allez faire vos propres erreurs, mais au moins celles que le mentor a faites, vous allez au moins les éviter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présentatrice télé. Si lorsque vous vous intéressez à ce métier, vous étiez déjà en contact avec un présentateur télé, je suis sûr que ce présentateur vous aurait inculqué beaucoup de son expérience, vous donnez beaucoup de facilité, vous dit dans quelle entreprise est-ce que vous pouvez faire le stage, vous faites des recommandations. Parce qu'aujourd'hui, aller vers quelqu'un et dire que je vous contacte de la part d'eux, c'est différent d'aller vers cette personne-là. Parce que si aujourd'hui je vous donne le numéro de Samuel Eto'o, ça ne va pas vous aider. Non. Mais si vous écrivez à Samuel Eto'o en disant que c'est telle personne qui m'a demandé de vous contacter, ça change tout. Donc normalement, c'est aussi une erreur que les parents font, de ne pas affecter un mentor à leur enfant lorsque l'enfant a déjà trouvé la spécialité. Et la dernière erreur que je voudrais mettre en avant ici, là, c'est le fait que les parents ne connaissent pas ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, un enfant est intéressé par le journalisme, par la télévision. Mais il ne connaît pas tous les chaînes de valeurs qui se cachent derrière la télévision, en fait. Wow. Donc, la notion de chaîne de valeurs, c'est aussi important pour savoir que, bon, on a un métier. Je veux par exemple être médecin, mais quels sont les autres métiers connexes qui sont liés à la médecine? Et je peux m'intéresser à ça. Et puis, je travaille à la télé sans jamais passer devant la caméra. Et dites-moi, quelles sont les différentes démarches que vous pouvez proposer à nos parents pour pouvoir faire un meilleur choix, et aussi aux étudiants bien sûr, de pouvoir faire un meilleur choix sur les filières après le bac? Oui, la démarche déjà que je vais conseiller... Disons juste 2 pour qu'on puisse aller... D'accord, oui. Donc la démarche déjà, c'est déjà de ne pas prendre les notes comme premier critère pour choisir une spécialité. Ça veut dire quoi? Si votre enfant vient vous dire que j'ai eu 17 en mathématiques, ce n'est pas le seul critère que vous allez utiliser pour dire qu'il doit être ingénieur. Parce que déjà, vous ne connaissez pas combien il a fait pour avoir ces notes-là. Ça, c'est la première des choses. Et des 2, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même celui qui est le plus médiocre en programmation, en 2 secondes, peut être meilleur en programmation. Vous ne connaissez pas le voisin de votre enfant le jour qu'il fréquentait. Ce qui fait que vous ne connaissez pas l'état d'esprit de votre enfant le jour qu'il fréquente, le jour où il composait. Tu peux être très bon en mathématiques, mais le jour de l'examen, peut-être que tu as eu une migraine, ça fait que tu as 10 en mathématiques. Et ton parent va penser que comme tu as 10 en mathématiques, tu ne peux pas être ingénieur. Ce qui fait que si c'est basé uniquement sur les notes, il peut passer à côté de tes passions. Donc la bonne démarche, c'est toujours d'écouter les passions de l'enfant et non se baser uniquement sur les notes. D'accord. Oui. Ne pas se baser seulement sur les notes de l'enfant, mais sur la passion aussi. Écouter l'air et le ressenti de l'enfant. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au Cameroun et nous savons tous, nous Camerounais, nous n'aimons pas la lecture. Qu'est-ce qui vous a vraiment, quelles sont les erreurs ou bien quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, monsieur Oumbé, en tant qu'écrivain?
Bon, les difficultés que je rencontre en tant qu'écrivain, déjà, je vais commencer par le fait que vous avez signalé que les Africains n'aiment pas la lecture et je me suis lancé à écrire un livre, j'en ai même écrit 2 et je ne compte pas m'arrêter là. Si je vous... on va prendre un cas simple. Hein. Si vous êtes à la recherche de l'enfant, c'est-à-dire vous voulez concevoir, et ça fait 10 ans, 15 ans, vous ne parvenez pas à concevoir, et vous tombez sur un livre intitulé « Comment concevoir en 5 minutes ». C'est clair que je vais lire ce livre à ce moment-là. Voilà. Donc, vraiment, je vais le lire. Donc, ce qui explique que les gens ne lisent pas beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas encore tombés sur le livre qui résout le problème qu'ils rencontrent. Lorsqu'un parent fait l'erreur et que l'enfant paye cash, il tombe sur le livre « Comment anticiper et préparer l'orientation après le bac », il va le lire. Donc, soit on n'est pas encore tombé sur le bon livre, soit on n'a pas encore trouvé le livre qui résout nos problèmes. Maintenant, la difficulté que moi je rencontre en tant qu'écrivain, c'est dans la sensibilisation, parce que je me suis penché vers un secteur purement orientation scolaire. Une cible vraiment Oui, une cible vraiment un peu plus difficile. Donc, parfois, les rejets, les refus de sensibiliser peut parfois nous pousser à vouloir abandonner. Wow. Mais Simon Ouedraogo nous a toujours dit que lorsqu'on perd espoir, vraiment, il n'y a plus la vie. Donc, tant qu'on vit, on doit toujours, je n'ai jamais abandonné. Donc, tant que je vis, je vais toujours continuer à sensibiliser. Ok. Et quels sont les défis que vous rencontrez? Bien, comment pouvez-vous, en une seule phrase, nous ressortir votre parcours? Mon parcours en une phrase. Oui, votre parcours en une phrase. Je dirais que mon parcours en une phrase, c'est de travailler en soi. Oui. Et je peux profiter par là pour prodiguer un conseil à ceux qui sont peut-être au bas de l'échelle ou alors qui ont commencé au bas de l'échelle comme moi, de travailler sur soi. De travailler sur ce que Napoléon il appelle son esprit maître, c'est-à-dire son environnement. Il faut travailler permanemment sur soi. Et lorsque ce n'est pas de travailler sur soi, il faut laisser tout ce que l'école enseigne et se concentrer sur ce que l'école n'enseigne pas. C'est particulièrement ça qui a forgé mon parcours. C'est-à-dire j'ai laissé de côté les outils mécaniques et je me suis concentré sur les éléments qui pouvaient me développer. Et c'est ça aujourd'hui qui a forgé mon parcours et que je me retrouve aujourd'hui à la tête d'une école. Wow. Vous parlez là comme une personne, c'est comme si vous accusiez le système éducatif actuel. Donc pour vous, faites-vous partie des personnes qui pensent que réussir c'est beaucoup mieux à l'Occident parce que vous parlez là comme une personne, c'est-à-dire l'éducation ici au Cameroun n'est pas correcte, le système éducatif et tout. Donc c'est mieux de faire un peu comme à l'Occident. Non, l'Occident pour moi ce n'est pas forcément la solution. Lorsque je parle par exemple de l'orientation post-bac, je suis en train de combattre un fléau qu'on appelle le décrochage académique. Et le décrochage académique, ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Au Canada, c'est 7%. C'est vrai que c'est réduit, mais ça existe quand même. En France, c'est 12%. Donc, ça veut dire que même en France, même au Canada, les gens sont quand même victimes du décrochage académique. Ça veut dire que c'est un fléau vraiment qui est vraiment universel. Maintenant, est-ce que c'est en Occident qu'on va forcément réussir? Moi, je dirais que chaque chose a un prix à payer. Pour moi, c'est ça. Si on vous prend aujourd'hui et qu'on vous amène au désert et que vous avez l'état d'esprit de développer de la recherche au désert, vous allez le faire. Ce n'est pas parce qu'on va vous porter, on va vous mettre au Canada que vous allez forcément vous en sortir, bien qu'en France, forcément vous en sortir. Donc, c'est plus l'état d'esprit qu'on a. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a déjà un état d'esprit forgé, lorsqu'on a déjà la formule, peu importe où nous sommes, la preuve en est qu'il y a des pauvres en France. Moi, j'étais en France, j'ai fait plusieurs mois en France, il y a des gens dans la rue. Il y a les fous en France. Mais bien sûr, il y a les fous, il y a les idiots en France. Ce n'est pas parce que vous êtes français, il y a les idiots en France, à la peau blanche. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en France, vous êtes au Canada, que vous allez forcément réussir. C'est une question d'état d'esprit. Les gens me demandent de l'argent en France. Je me rappelle, une fois j'étais dans le métro en France et puis j'ai dit à une blanche qu'il faut venir au Cameroun, on va t'employer, tu travailles dans les champs, on te paye. Et on vient dans le métro, demander les pièces genre. Ouais, un peu. Donc, c'est l'état d'esprit qu'on a qui nous forge. Peu importe là où on est, on peut s'en sortir. Okay. Nous tournons actuellement vers la fin de notre émission et j'aimerais savoir quel conseil pouvez-vous prodiguer à un jeune qui est au bas de l'échelle et qui veut poursuivre ses rêves? Oui, un jeune qui est au bas de l'échelle, qui veut poursuivre ses rêves, travaille sur ton esprit maître. Entoure-toi des bonnes personnes. Lis, cultive-toi, sois généreux. Fais ce que j'appelle les tontines constructifs. C'est-à-dire, tu es généreux, tu travailles sur ta spiritualité.
Tu travailles sur toutes les compétences qui ne sont pas développées à l'école. Forge la personne que tu es. Pose-toi la question chaque jour, est-ce que je suis la meilleure version qu'hier? Et tu verras que tu vas réaliser tout ce dont tu rêves. D'accord. Merci vraiment beaucoup parce que moi aussi, ça va merder. Je suis encore jeune. Et aussi, j'espère que tous mes jeunes, c'est-à-dire, le président a dit nous sommes jeunes jusqu'à 75 ans. Ouais. Donc, tous encore, nous pouvons réapprendre à nous connaître. La connaissance de soi, c'est vraiment l'arme utile pour pouvoir réussir demain. Mais dis-nous, une dernière question pour pouvoir te clôturer. Quels sont vos projets pour l'avenir? On connaît le monsieur Oumbé d'aujourd'hui, on connaît le monsieur Oumbé d'hier. Qui sera le monsieur Oumbé de demain? En réalité, mon rêve, vraiment, c'est d'être immortel. Lorsque je dis que mon rêve, c'est d'être immortel, ça crée toujours des polémiques. Mais en un mot, c'est mon rêve. C'est-à-dire être immortel dans le sens que, même après ma mort, que je sois présent en des personnes. Bien sûr. Ça veut dire que si, avec ce livre-ci, je parviens à sauver une seule orientation enfuie, ça veut dire que quelqu'un qui devait avoir une orientation biaisée puisse s'abreuver de ce que je partage dans ce livre-ci et n'est pas mal orienté. Il va inculquer ça dans ses générations à venir et ça sera grâce à moi. Et si j'ai 1000 personnes, 1 million de personnes comme ça, je pense que je serai immortel, on continuera à parler de moi. Donc ça, ce sont mes perspectives à venir, vraiment, c'est devenir immortel. Vous aurez sauvé une génération, on ne peut même pas dire presque un continent. C'est ça. Ça dit, si tous les jeunes Camerounais, ils commencent à lire ce livre aussi, demain là, on pourra dire que l'orientation de nos enfants seront garanties. C'est ça. Déjà, merci une fois de plus, monsieur Oumbé, d'être venu sur notre plateau. Je suis vraiment ravi d'avoir accueilli une personne d'une autre personnalité comme vous, coordonnateur d'une école, formateur, conférencier, comme j'aime je dis, un homme avec de multiples casquettes. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi de vous aussi sur ce plateau. De m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de parler de mon parcours. Et j'espère que ça va inspirer parce que beaucoup de personnes ont souvent ce complexe de ne pas parler de leur parcours parce qu'ils se demandent qu'est-ce que j'ai déjà réalisé, est-ce que ça pourrait aider quelqu'un, je suis qu'un jeune, je n'ai même pas encore réalisé quoi que ce soit. Mais je tiens à inviter à tous ceux qui ont déjà un parcours, c'est-à-dire que si vous avez déjà 1 an, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut bénéficier de vos 1 an d'expérience. Vous pouvez aider quelqu'un qui était de la position 0 à la position 1 an. C'est pour ça que moi j'ai vraiment accepté de faire cette émission parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà réalisées, que forcément des personnes ne l'ont pas encore fait. Je n'ai pas encore atteint le sommet, mais quelqu'un pourra s'inspirer de ce que j'ai déjà fait pour pouvoir aussi réaliser. Donc vraiment, je vous remercie pour ce concept assez magnifique. Merci une fois de plus à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'émission Parcours. Parcours, derrière chaque réussite se cache une histoire. Je vous remercie. À la prochaine émission. Ciao.